Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette 12e rencontre organisée par Cyrano Éducation et l'ANRAT. Je vous rappelle le principe de ces rencontres, c'est de permettre à des enseignants de découvrir le travail de mise en scène d'un metteur en scène sur un texte plus ou moins classique, mais souvent abordé par les enseignants et leurs élèves, et de comprendre que le théâtre n'est pas qu'un texte, mais c'est aussi l'enjeu de la représentation et des choix de mise en scène. Donc, Christophe Roch, vous êtes metteur en scène et directeur du théâtre à Nanterre-Amandier, donc le Centre dramatique national. Après votre formation de comédien, vous êtes rentré en 91 au Théâtre du Soleil, dans la troupe d'Ariane Mouchkine. Donc, en 95, vous avez fondé avec d'Anciens du Soleil votre compagnie Terrain Vague. Vous avez monté le Cercle de Crêts caucasien de Brecht, première mise en scène qui a été reprise au Berliner Ensemble dans le cadre du centenaire de Brecht. En 98-99, vous allez à Saint-Pétersbourg suivre un stage de mise en scène avec Lev Dodine. Vous montez plusieurs textes. Vous avez fait plus de 30 mises en scène, mais on va en citer que quelques-unes. Comme il vous plaira, La Nuit des Rois, puis Théâtre ambulant Chopalovitch, j'essaie de le dire correctement, Le Rire des Asticots, L'Affaire de la rue Lourcine. De 2003 à 2006, vous dirigez le Théâtre du Peuple de Bussan. Vous écrivez entre autres Le Dragon, La Vie de Galilée, Le Révisor. En 2007, vous mettez en scène Le Mariage de Figaro ou La Folle Journée de Beaumarchais à la Comédie Française, mise en scène dont nous allons parler donc aujourd'hui. En 2008, vous êtes nommé directeur du CDN de Saint-Denis, le théâtre Gérard Philippe, où vous créez notamment en 2012 Les Serments indiscrets de Marivaux, spectacle pour lequel vous recevez le Grand Prix du syndicat de la critique. En janvier 2014, vous êtes nommé directeur à Lille, au Théâtre du Nord, et de son école, l'École du Nord. Vous y montez notamment Figaro Divorce, Retour à Figaro, d'une autre façon, qui reçoit le prix Georges Lherminier du syndicat de la critique. En 2021, vous prenez la direction donc de ce CDN de Nanterre-Amandier, où vous créez La Belle Troupe des Amandiers, cycle professionnel de 3 années pour 12 comédiens et comédiennes, qui a pour objectif l'apprentissage des outils du métier d'acteur et l'ouverture vers une professionnalisation. Vous avez créé récemment, donc votre dernière création, c'est Anatomie d'un suicide d'Alice Birch en mars 2025. Parallèlement, vous dirigez très régulièrement des ateliers, notamment au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris et au TNS, donc Théâtre national de Strasbourg. Donc nous vous voyons aujourd'hui pour parler de cette mise en scène du mariage de Figaro en 2007, mise en scène qui a fait date et qui reste une référence depuis. Euh, Antoine Vitesse, quand il l'avait monté, donc le mariage de Figaro en 89, également à la Comédie Française, dont il était alors l'administrateur général, estimait que Beaumarchais s'attachait au sujet de la critique et du renversement de la toute-puissance dû à autre chose qu'au mérite, je le cite, hein, et soutenait même dans un autre entretien que le mariage était une œuvre qui avait provoqué la Révolution, exactement comme la chinoise de Godard avait été un organisateur de mai 68. Sur le lien entre le mariage de Figaro et la Révolution, hein, il y a cet ouvrage fameux Les origines intellectuelles de la Révolution française, qui était paru en 1933, qui insistait énormément sur ce lien entre guillemets de cause à effet. Dans votre mise en scène, il y a un certain nombre de références au film La règle du jeu de Jean Renoir, en particulier dans la scène de la noce, l'acte 4, scène 9, où les costumes, si je ne m'abuse, font directement référence à ceux de la fête dans le film de Renoir. Donc, Jean Renoir y était en ours, on retrouve l'ours. Michel Robin et son costume de squelette, donc c'est vraiment une réplique des costumes utilisés dans le film. Les trois autres squelettes avec le parapluie dégarni. Enfin voilà, pour moi, il y avait toutes ces références. Et le film d'ailleurs s'ouvrait avec la citation d'un extrait de la chanson de la scène 10 de l'acte 4, Cœur sensible, cœur fidèle, etc. Donc il y a visiblement quand même tout un tas d'échos. Le film projeté en juillet 39 annonçait pour beaucoup la chute de toute une société avec la défaite de 40 qui allait suivre. Faire référence au film dans votre mise en scène est-il une façon d'annoncer la chute d'un système? Et si oui, lequel? Non, non, non. Non, 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 je voulais pas. Non, je trouvais intéressant de faire le pont, le lien, notamment sur le mariage avec le film, parce que c'est un film que, d'abord, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, et dans sa manière de filmer, aussi dans sa façon de filmer, sa philosophie du cinéma.
sa pratique aussi du cinéma, de pouvoir tout d'un coup avoir un scénario, puis dévier et se faire emporter aussi par des acteurs, puisque en fait au départ, il avait écrit un tout autre film, un tout autre scénario, et c'est notamment en voyant les scènes se monter qu'il a décidé, et le jeu des acteurs, qu'il a décidé de suivre la jeune bonne de l'histoire et non pas la comtesse. Et je savais que, bah, évidemment, qu'il y avait un lien avec le mariage de Figaro et j'avais envie de rendre hommage à la fois à ce film et à ce cinéaste. Mais non, j'ai pas du tout pensé à ça. Vraiment, euh, pour moi, en fait, ce que je trouvais qui était intéressant dans la pièce, hein, c'est que c'est très français, hein, en fait. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses, mais au bout du compte, il se passe rien, quoi. C'est-à-dire que tout doit être révolutionné, tout est renversé, mais au bout du compte, en fait, rien ne s'est passé, tout est rentré dans l'ordre et, on continue comme si rien ne s'était passé, justement. Et puis, ce que je trouvais qui était intéressant, c'est que, alors évidemment, il y a toute la relation à la Révolution française. Je trouvais que ça avait été quand même très fortement marqué sur les autres spectacles. Moi, j'avais vu notamment le spectacle de Jean-Pierre Vincent à l'époque, qui avait fait justement un très très beau mariage et qui était encore dans ma tête avec aussi, à un moment donné, les drapeaux français, enfin, toute cette connotation sur la Révolution qui arrivait. Et donc, je m'étais dit, il faut surtout pas faire ça, il faut partir ailleurs. Et je m'étais rendu compte que, en fait, la personne, enfin, en fait, comment dire, c'est les femmes, au fond, tout arrive par les femmes et tout se dénoue par les femmes. C'est-à-dire, tout vient du fait que le comte a un désir fou de Suzanne et tout se dénoue par la comtesse avec son stratagème. Donc, moi, je trouvais que ce qui était intéressant de montrer, c'était ça. C'est que les hommes étaient dépassés, que les hommes étaient dans la dimension, notamment Figaro, dans un rapport très politique au monde, mais au fond, celle qui faisait avancer les choses hein, et qui ne restait pas, qui était dans le concret, qui avait les mains dans le cambouis, pour le dire un petit peu vulgairement, c'était les femmes. Figaro, lui, pense à l'esprit libertaire, euh, est très indépendant dans sa façon de penser et il est aussi très politique, ce qui en fait aussi un esprit euh, enfin, qui est représentatif d'un esprit très français, en l'occurrence à une certaine époque. Je ne sais pas si on peut dire ça aujourd'hui, en tout cas. En tout cas, ils sont bien loin. C'est plus du tout les mêmes. Euh, et, et je me disais que, en fait, ce que je trouvais qui était vraiment marrant, c'était de renverser les choses. D'où le fait que, ils sont en fait en costume d'aujourd'hui au départ. Et puis sur le mariage, c'est un bal masqué, enfin un bal costumé. Et c'est là que le comte et la comtesse retrouvent les habits du 18e. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le cinquième acte, la forêt, on ne voulait pas que ce soit parce que j'avais le souvenir de la forêt de Jean-Pierre Vincent, avec un banc et Figaro avec André Marcon qui était tout seul hein, sur ce banc. Et je voulais surtout pas que ce soit une forêt. Et la scénographe a eu cette idée géniale de ces animaux. Qui Avec, pouvait faire penser d'ailleurs quasiment à la chasse du film de Renoir, quoi. C'est-à-dire que. ben parce que en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire Ouais. comme il y avait toujours cette référence, en fait, à un moment donné, on a vu cette référence revenir sans le faire exprès, mais tout en le convoquant, quoi. Ce qui arrive souvent au théâtre, c'est-à-dire, j'aime bien cette phrase de Chéreau qui dit, puisqu'on a fait les, enfin, on a fait
les 10 ans de la mort de Chéreau l'année dernière et je me suis replongé dans ses écrits et il y a une phrase que j'aime beaucoup où il explique qu'un metteur en scène doit avoir plein de valises quand il commence. Et puis, tout l'art de la mise en scène, c'est de savoir lâcher les valises, quoi. Parce qu'il y a un moment donné où les choses viennent, elles se croisent. On a pu oublier des choses, mais elles reviennent parce qu'il y a une espèce de logique qui se met en place malgré nous et avec nous, qui fait que tout d'un coup, le geste et l'intuition va plus loin que que notre imaginaire et que notre imagination, et qu'à un moment donné, c'est les acteurs et le plateau qui se met à avancer, quoi. Donc, l'idée, dans le cinquième acte, il y a cette forêt avec ces animaux. Donc, il n'y a pas d'armes. Et si vous vous souvenez bien, il y a les mêmes animaux, mais Au-dessus. par le haut, comme un reflet, quoi. Ouais. Et donc, le renversement. Du coup, alors, j'ai jamais vraiment, je ne l'ai pas intellectualisé, en fait. Mais au fond, encore une fois, tout était là parce qu'à partir du moment où on attrape la pièce par les femmes, en fait, les choses se retournent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que le problème que moi j'avais, parce qu'au départ, c'est une commande. C'est Muriel Mayette qui me dit, je veux ouvrir avec la saison avec le mariage de Figaro, je veux la terminer avec Figaro Divorce. Et je lui dis, moi, je veux monter Figaro Divorce. Elle me dit, mauvaise pioche, vous montrez le mariage de Figaro. Elle me propose un acteur et je lui dis, en fait, vous pouvez me proposer une pièce, mais pas un acteur. Il faut que l'acteur, je le choisisse moi, pour Figaro. Et à l'époque, elle me dit, OK, alors j'ai besoin de réfléchir. Et une semaine après, elle me rappelle pour me dire, OK, faites votre choix. Donc je fais la distribution et j'avais Laurent Stocker en tête depuis le début. Et c'était assez important pour moi. Enfin, le choix des acteurs, surtout du quadrille, était super important. Il fallait que à la fois ça marche au niveau des énergies, au niveau des corps, pour arriver à ce que la musique s'accorde avec des instruments harmonieux, quoi. Notamment sur ces deux duos. Et enfin, de montrer à quel point, en fait, ça peut pas marcher entre le comte et Suzanne. Parce que ils n'ont pas les mêmes corps, ils n'ont pas les mêmes énergies, ils n'ont pas le même, et puis ils n'ont pas le même vocabulaire, en fait. C'est pas du tout, euh, ils n'ont pas la même musicalité. C'est deux instruments qui marchent bien dans le quatuor, mais qui marchent pas très bien dans le duo. Alors que Figaro et Suzanne, oui, et la comtesse et le comte, oui. Et donc, c'était ça que je voulais. Je voulais qu'on entende que ça soit dissonant et qu'on le voit. Peut-être préciser quand même pour tout le monde que en effet, quand un metteur en scène fait une mise en scène avec la troupe de la Comédie Française, il choisit pas toujours sa distrib, hein. Enfin, que c'est Ouais, parfois en effet la distrib est imposée par la Comédie Française, quoi. ouais, Donc là, c'est important de le souligner que vous avez pu faire votre distribution et ouais. de fait, cette distribution, elle Alors, en fonctionne. fait, je l'ai faite. Après, je l'ai montré à Muriel qui l'a approuvé et qui l'a trouvé assez formidable d'ailleurs. Mais il fallait de toute façon qu'elle me laisse. Enfin, c'est une femme de théâtre, donc elle a très vite vu qu'elle ne pouvait pas. Enfin, que le choix des acteurs était pour moi essentiel, quoi. Et que il n'était pas essentiel comme un caprice, il était essentiel parce que j'avais besoin de choisir les instruments pour monter cet opéra, quoi. Enfin, si je peux parler par image, quoi. Oui, certains metteurs en scène vont jusqu'à dire que finalement, l'essentiel parfois se joue dans la distribution. Vous vous reconnaissez dans ce propos? Il y avait pas mal de réticences quand même, parce que le plateau était nu, parce qu'il y avait des diagonales, parce que, par exemple, euh, quand on regarde la mise en scène, Michel est toujours au centre, le comte. Et en fait, j'arrivais pas. Alors, il y a toute une histoire entre les comédiens du Français et cette salle Colette, de la place Colette, où ils n'arrêtent pas de dire, mais non, mais là, je peux pas parce que là, il y a un trou. Alors, au début, je comprenais pas. Et il y a un trou de son. En fait, au fond, ils veulent toujours être.
enfin, certains et certaines veulent être à la place du roi, quoi, c'est-à-dire central. Michel avait du mal à quitter cette place. Donc je m'en suis rendu compte un petit peu assez rapidement, comme il avait du mal à s'allonger au sol, parce qu'à un moment je voulais, c'est la comtesse qui s'allonge, je voulais qu'ils s'allongent tous les deux, il voulait pas. Et donc en fait, ce que j'ai fait, comme Michel bougeait pas trop, en fait ça tourne beaucoup autour de lui. Euh, donc on a l'impression que le plateau bouge beaucoup, mais en fait il est toujours assez équilibré, mais on donne l'illusion de le faire bouger parce que quand il n'est pas là, je décale tout en fait. Et petit à petit, en fait, ça donne une composition qui, au fond, marche plutôt assez bien. C'est-à-dire que le conte, il est tout le temps au centre. Et dès qu'il s'en va, en fait, c'est comme si on était libre de l'espace, quoi. C'est-à-dire qu'on va jouer un peu partout. Donc, il y avait ça, et puis je me souviens de quand il y a quand on renverse les choses, Figaro est déguisé en matador Mm. dans le bal masqué, et, et Laurent avait très peur du matador rose, puisque il est en rose bonbon. Je vois très bien, oui. Et en fait, je lui disais, mais non, mais au fond, alors pourquoi je le faisais comme ça? C'est-à-dire que, en fait, euh, quand Muriel me dit vous allez monter le mariage de Figaro, je lis le mariage de Figaro et en fait je mets 2 jours à le lire, j'ai l'impression de revenir à l'école. Et surtout c'est que chaque page que l'on tourne, il y a une phrase que l'on connaît qui s'inscrit au fronton ou du Figaro, du journal ou je sais pas, d'une école, d'une mairie, enfin bref. Il y a que des bons mots là-dedans. Donc en fait, il faut comment traiter tout ça en mineur et faire en sorte que l'histoire puisse prendre, euh, puisse prendre en charge tout ça sans que l'acteur se mette à jouer les grands et beaux moments ou bons mots de cette histoire-là. Donc du coup, euh, on a travaillé beaucoup sur à la fois la dynamique, les enjeux, les scènes, les appuis de jeu, l'humour qu'il pouvait y avoir sans que ce soit de la rigolade et de faire en sorte qu'on décale les endroits pour que les acteurs n'aient pas la charge des moments. Notamment le monologue de Figaro, femme, 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 où le fait qu'il ait le costume rose, euh, ça, ça lui permettait à lui d'avoir une certaine liberté, puisqu'il était déjà enfin, ce costume le mettait dans un endroit qui était un tout petit peu ridicule, j'ai envie de dire. En tout cas, ça le déplaçait, ce qui lui permettait à lui d'être beaucoup plus libre sur ce moment-là. Il y a la même chose il y a la même chose sur la relation entre la comtesse et le comte, quand le comte pense qu'il parle à Suzanne, lorsqu'ils sont sur le manège, sur les Ouais. chevaux de bois. C'est-à-dire que je me disais, ça, c'est vraiment tout le monde l'attend, cette scène. Donc il faut complètement la décaler et faire en sorte qu'on la déplace pour que les acteurs n'aient pas à avoir la charge de la scène, mais que la charge de la scène soit prise par la mise en scène et qu'eux n'aient plus qu'à se soucier simplement du rapport qu'ils ont l'un et l'autre et qu'ils ne jouent pas l'amour, qu'ils ne jouent pas le fait qu'ils soient cachés, qu'ils ne se voient pas, qu'ils se découvrent, etc., etc. Une des questions, enfin une question d'une participante qui demande, c'est pour revenir à la distribution, si vous avez aussi choisi Chérubin, le personnage, l'acteur Benjamin Younger, c'était aussi Ouais, votre volonté, oui. Bah, faut dire qu'il a un physique qui pouvait. ouais. C'était mon élève, je l'avais eu au conservatoire. Ah oui, en plus, d'accord. Ok. Je reviens sur le lieu parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc la salle Richelieu, la place Colette. Il y a quand même un certain nombre d'éléments dans la mise en scène
qui fait du lieu quand même quelque chose d'incontournable. Si je reprends quelques exemples, donc la demeure du comte Almaviva est en fait la comédie française, c'est assez clair. Enfin, les entrées sont toujours par le public, par le fond de la salle. Enfin, je pense à l'entrée de l'acte 1 de Figaro, l'acte 3 le comte. Je pense aussi à ce moment, quand Figaro arrive, il a le plan, si je ne m'abuse, de la comédie française dans les mains. C'est-à-dire, c'est pas le plan d'une demeure, c'est le plan de la comédie française. On est Mhm. d'accord? Il y a l'utilisation de deux loges, la loge ou avec les robes. Il y a quand même cette idée que finalement le lieu est le palais. Mhm. Euh, donc pour Bah, revenir ouais, ouais, ouais. sur cette question-là. Bah, d'abord, une des contraintes que nous avait posées Muriel, c'était de nous dire, essayer de faire en sorte que ce soit pas trop lourd pour le changement, l'alternance. Ok, Euh, donc, on l'avait pris en compte. Et puis, moi, je trouvais que, enfin, avec Aurélie, hein, c'était du coup intéressant de s'amuser avec tout ce que proposait la Comédie Française, parce que c'est un peu rococo quand même. Et il y avait ce rideau très très beau, qui est le rideau de fer, qui était peint par Olivier Debray, qu'en fait était jamais montré parce qu'il l'aimait pas. Moi, je trouvais, je trouvais, puis c'était mon, enfin, je trouvais ce rideau sublime. Donc, ils ont tous été un peu choqués de par le fait qu'on s'amuse avec ce rideau. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que j'ai eu un petit mot de la fille d'Olivier Debray qui m'a remercié parce qu'elle me disait, on le voit jamais. d'accord. Et moi, je trouve ce rideau sublime. Donc, en fait, entre le rideau, le côté baroque de la comédie française et en même temps ce choc avec ce peintre, ce geste-là, on trouvait ça hyper fort. Et l'idée, c'était de se dire, bah, puisque beaucoup de choses vont être sur le jeu, c'est pas la peine c'est juste de travailler sur les appuis de jeu et pas de construire plein de choses, mais d'être plutôt que d'être sur quelque chose de volumineux qui va donner un semblant d'atmosphère, soyons très concrets. On a besoin d'une porte. Bon, on met une porte, mais elle va pas s'ouvrir d'une certaine manière. On va pouvoir jouer avec. Enfin, comment on s'amuse avec tout ça, quoi. Voilà, c'était ça. L'idée, c'était de permettre aux acteurs d'avoir l'inventivité de s'amuser avec ce texte en sachant qu'ils avaient tout, chacun la profondeur euh, de ces personnages pour pouvoir à la fois les rendre et lumineux et les assombrir quand on le voulait, quoi. Mais que le jeu soit toujours au centre du propos et et pas le reste, quoi. Que tout est relié à ces situations, à ces quiproquos. Et si tout d'un coup, il n'y a rien de pire que l'idée du metteur en scène sur ce genre de texte. Parce qu'en fait, l'idée du metteur en scène, elle va venir, elle va tout écraser. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est de partir avec ce paysage-là et justement travailler sur la dramaturgie plus que sur l'idée de la mise en scène. D'où l'histoire de très vite de se dire, ça c'est connu, ça c'est une phrase qu'on connaît, ça c'est encore une situation qu'on connaît, on connaît ça, on a déjà vu ça. Donc par où on passe pour dérouter, perdre le spectateur pour que tout d'un coup il en oublie les bons mots et qu'à un moment donné, quand Figaro ou le comte ou la comtesse le disent, le spectateur se dit ah ben oui mais bien sûr c'est là. Voilà. Et après la chose qui était assez intéressante, c'est que l'écriture de Beaumarchais, elle est, je sais pas comment dire, elle, elle volette, quoi. Il y a, c'est léger, quoi. Je sais pas, hein, c'est-à-dire que c'est une très très belle écriture, mais il y a beaucoup d'arabesque là-dedans. À l'inverse, Marivaux, c'est comme si c'est taillé dans la pierre, quoi. Et donc, j'avais tout le temps, et à un moment donné, je me souviens que on a pris les acteurs, j'ai pris les acteurs et je les ai fait travailler en lecture, juste sur le texte, parce que je pensais énormément à Marivaux en travaillant sur le Beaumarchais. C'est-à-dire, je me suis dit à un moment donné, il faut ramener.
il faut ramener de la profondeur, du grincement, euh, pour que tout d'un coup, ce ne soit pas que léger et que même si, par exemple, que ce soit les quatre, hein, que ce soit Anne Kessler, Elsa Le Poivre, Michel, comment Figaro, Laurence Tucker. Laurent, ils ont cette profondeur, mais en même temps, je me disais, ouais, mais il faut que l'écriture, il la ressente avec beaucoup plus de, comment dire, un peu moins de brio et un tout petit peu plus de grincement, quoi. Et que ça frotte un peu plus, qu'ils se rendent compte que c'est pas simplement écrit sur un parchemin, mais que ça peut être gravé dans de la pierre aussi, quoi. Voilà. Donc en fait, le travail, il était là-dessus. Euh, pour en finir avec la scénographie, j'avais l'impression que c'était quasiment un principe aussi de lieu de mémoire revisité, avec ces toiles peintes, mais ces toiles peintes dont on s'amuse, la toile peinte de la porte qui peut tomber, remonter, derrière laquelle on tourne pour quand on veut rentrer alors qu'elle s'ouvre pas. Enfin bon, il y a tout ce jeu avec les toiles peintes. Toile peinte, je pense au fauteuil qu'on découvre en fait quand la toile disparaît, on découvre le vrai fauteuil derrière. Enfin, il y a quand même tout un jeu qui fait référence à, j'allais dire, ces anciennes toiles peintes, mais qu'on revisite complètement. Et j'ai une question plus particulière sur il y a les deux grandes toiles. Moi, j'ai cru retrouver un tableau de Paolo Uccello, mais est-ce que je me suis trompé? Ouais, Non, non, c'est d'accord. ça. Ouais. Ok, C'est parce que aussi, il y avait notamment dans les ateliers de décor, il y avait un peintre extraordinaire. d'accord. Et donc, on s'était dit, enfin, c'est Muriel qui nous avait parlé de lui. Et comme avec Aurélie, on était très très proches sur les questions de la peinture. Elle avait fait les arts déco aussi, moi aussi. Donc, du coup, elle a travaillé et elle a fait en sorte de lui donner, enfin, de s'amuser avec lui, quoi, et de proposer comme ça des jeux, que ce soit au niveau de la porte ou des fauteuils, et évidemment le tableau d'Uccello. Le tableau d'Uccello, l'idée c'était de faire un détail pour montrer à quel point la justice était immense, quoi, et que le conte avait cette dimension, et du coup de sortir aussi du cadre de la comédie française. Et puis ça nous permettait aussi de laisser, enfin, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire de ne pas proposer la chose, mais de nous laisser réfléchir et de nous dire, mais est-ce que c'est bien la chose? D'accord. Alors, il y a une question d'un des participants, je vous la lis. Vous avez dit que rien n'évolue entre le début et la fin de la pièce, que l'on revient au point zéro. Pensez-vous une lecture moderne et plus féministe encore de la pièce fait que l'on ne pardonne plus autant au conte comme on l'aurait peut-être fait auparavant? La comtesse, telle que vous la représentez, semble quand même marquée et pas forcément prompte à pardonner les écarts sentimentaux de son mari à la fin de la pièce. Elle se retrouve d'ailleurs toujours en train de tendre la main à Chérubin dans le dernier tableau. Oui, oui, parce que non, c'est juste, moi j'avais envie à la fin je trouvais la fin un peu trop nostalgique, hein. Enfin, je trouve la fin de la pièce trop, enfin, moi j'aimais pas la fin. Je voulais pas la faire. En même temps, parce que je me disais, c'est sombre. Ce qui va se passer après, bon, après, il y a la mère coupable, mais je me suis dit, ils peuvent pas revenir comme ils sont partis. Euh, et j'avais pas, dans ma tête, j'avais pas envie de, comment dire, justement, c'est ça, la question de l'idée du metteur en scène. J'avais pas envie de, tout d'un coup, de tirer, enfin, même si je l'ai fait, mais je me suis dit, on va pas tirer. Enfin, ça aurait été. Il aurait fallu rajouter des choses parce que, mine de rien, le texte, hein, celui qui a la parole, ceux qui ont la parole dans cette pièce, ce sont les hommes. On parlait tout à l'heure, vous parliez d'Anatomie d'un suicide que je viens de monter ou Dissection d'une chute de neige. Là, ce sont
deux autrices qui écrivent et qui donnent la parole pendant 2 heures aux femmes, et notamment sur l'enfantement, et le corps des femmes. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qu'on prend, voilà. Et je me souviens, c'est cette année d'ailleurs, euh, dans l- euh, en courant de l'année là, avec un metteur en scène qui me disait, je vais peut-être monter le mariage de Figaro, mais d'une manière beaucoup plus féministe, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas pardonner au comte. Et je lui disais, je pense qu'elle ne lui pardonne pas. Par contre, je lui disais, regarde bien, euh, parce que je ne suis pas sûr que tu arrives, ou alors tu injectes des choses. Et en fait, il m'avait dit, on s'est revu après, il avait abandonné le projet, il était parti sur autre chose, et il m'avait dit, en effet, tout d'un coup, je l'ai retravaillé, effectivement, les femmes sont dans l'action, en fait, mais elles ne portent pas le texte. Donc, le tirer vers de la féminité, encore plus, pourquoi pas, enfin, des gens peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Moi, à un moment donné, j'ai senti que, en tout cas, la vision que j'avais et le travail que je menais, il était, à un moment donné, j'arrivais au bord des choses. C'est-à-dire que je me disais, euh, elles, elles mènent l'action, mais elles n'ont pas le verbe. Et il me manquait le verbe pour aller encore plus loin. Alors pourquoi elle tend la main à Chérubin à la fin? Parce que je trouvais que la fin, j'aimais beaucoup la fin telle qu'on l'a fait, c'est-à-dire comme s'il revenait sur ses souvenirs et euh, comme s'il s'interrogeait euh, et il interrogeait sa culpabilité. C'était ça pour moi la fin. J'ai eu un peu de mal à le faire accepter à Michel, pour tout dire. Et pourquoi la comtesse est avec Chérubin? Parce que je trouvais que ce qui était beau, c'était de montrer non plus Chérubin qui part à la guerre, mais un Chérubin une comtesse euh, avec Chérubin, qui symbolise l'après, qui symbolise l'ouverture, qui symbolise aussi une femme libre, prête à être avec un jeune homme. Voilà, c'était ça, moi, dans ma tête. Et c'était comme ça que je le voyais. C'est-à-dire que je me disais, elle est plus âgée que lui, et alors? Et que, voilà, je suis sorti par là, et euh, non pas parce que j'avais envie de montrer que Chérubin allait coucher avec elle, mais que elle allait accepter l'amour de Chérubin et non pas simplement son désir, quoi. Et donc, que ça allait plus loin. C'était ça l'idée. C'était l'émancipation de la princesse, de la comtesse, par, euh, par ce choix qu'elle faisait de tendre la main à Chérubin. Si on revient sur l'importance des mots, il y avait la critique parue dans Le Monde. Il y avait Martine Sibert qui écrivait: l'élocution parfaite donne du sens à la moindre réplique. Cette explication de texte vibre, virevolte, appuie sans crier gare, effleure sans y toucher, suscite les rires, fait surgir l'émotion ou la réflexion, là où la simple lecture n'aurait suffi. Euh, pour vous, le sens passe aussi par l'élocution. Bon, alors évidemment, on est à la Comédie Française, mais au-delà, ce souci d'une élocution parfaitement maîtrisée pour vraiment porter ce texte, ça vous paraissait essentiel. Ouais, et d'ailleurs, on a beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est pas parce qu'ils sont au français que moi j'ai même trouvé ça un peu, quelquefois même très léger, quoi. D'accord. Pour certains et certaines. Donc non, on a au contraire travaillé sur justement. Alors il se trouve que ce sont des acteurs et des actrices qui aiment le texte et le verbe, donc qui ont adoré faire ça, qui se sont retrouvés face à quelqu'un qui leur a donné la possibilité de le faire. Quand je disais qu'on a retravaillé sur le texte, je crois que c'était une journée justement pour, euh, pour la puissance des mots, quoi, hein, et de leur musicalité et du sens qu'elle donnait. C'était là-dessus qu'on a travaillé.
Il y a une autre question d'Émilie Gaume. Comment avez-vous dirigé les comédiens pour trouver le juste ton entre comédie et satire sociale? Y a eu-t-il eu un travail particulier sur le langage avec les comédiens pour moderniser ou respecter la langue de Beaumarchais? Si vous deviez résumer votre mise en scène en une seule phrase ou en une seule image, laquelle serait-ce? Vous savez, en fait, c'est assez marrant, mais il y avait quelque chose qui nous unissait tous. Je ne l'ai pas fait exprès, en fait. Moi, il y a eu un metteur en scène russe que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Piotr Fomenko. Mhm. Et il se trouve que le choix que j'ai fait de la plupart des acteurs avait joué dans la forêt de Fomenko. Et je ne le savais pas. Ok. Et quelque part, je pense que euh, on s'est retrouvés, comme c'est souvent le cas. Enfin, dans les spectacles qui fonctionnent, il y a il y a une magie parce qu'il y a des fantômes et on les connaît pas, mais tout d'un coup, quelquefois, on les découvre ou on les redécouvre. En tout cas, au bout d'un moment, on arrive à peut-être à formuler certaines choses. Et je pense que ce qui nous a unis, c'était cet amour de ce metteur en scène, eux qui l'avaient pratiqué et moi qui étais totalement amoureux de sa direction d'acteur et de ses spectacles. Et je pense que le spectacle, quand je le revoyais, parce que ce qui était très beau avec Fomenko, souvent les metteurs en scène russes sont très masculins. C'est très genré, les spectacles. Et ce que j'aimais beaucoup chez Fomenko, c'est que c'était toujours les femmes qui étaient devant. Et donc, il y avait une espèce de grande sensualité dans ces spectacles. Et je trouve que dans le mariage de Figaro qu'on a fait, une des forces du spectacle, c'est sa sensualité. Et que quelque part, c'est c'est euh, c'est l'amour de cet artiste qui, à un moment donné, euh, nous a fait nous rencontrer et nous a fait nous envoler, quoi. Comme on s'est envolé sur sur ce spectacle. Après, voilà, il y avait des caractères forts, puissants. Anne, Xler, c'est pas rien. C'était de la dynamite. Michel, c'était atomique. Mais en fait, par exemple, je ne savais pas comment faire le mariage. Et à chaque fois, il me disait, bon, quand est-ce qu'on fait le mariage? T'as une idée du mariage? Je disais, oui, oui, mais on va pas la faire. Encore, pas encore. Et, euh, et parce que j'avais pas d'idée, en fait. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et à un moment, j'ai eu cette image de farandole, comme ça, qui saute. Et je me suis dit, ils vont jamais accepter de sauter comme des gamins ou comme des clowns, quoi. Et en fait, j'avais prévu toute une soirée. On était, je crois, à une semaine de la première. Et en fait, ils étaient tellement heureux de trouver le mariage que personne s'est posé la question du ridicule de la chose. Au contraire, tout le monde s'est amusé. Il y avait, alors que je pensais que ça allait être quelque chose de très compliqué, complexe. En fait, je crois qu'on l'a trouvé en à peine une heure, quoi. On a coupé, on a arrêté la répétition très vite. Donc, euh, il y a eu aussi une façon de gérer le temps euh, pour arriver à ce que tout d'un coup, il n'y ait plus de crispation ou qu'il y ait juste à peine la crispation qui permettait euh, de trouver de trouver ensemble les moments qui pouvaient être un peu complexes, quoi. Euh, pour peut-être en revenir et finir sur la question de la place des femmes, parce qu'il y a quand même quelques mots très forts, et je pense en particulier à Marceline, euh, qui dit quand même des mots assez forts sur ce que les hommes leur font subir. Comment vous avez travaillé voilà, cette tirade de Marceline sur les... Je pense en particulier à l'acte 3, la scène 17, cette question-là, parce que quand même, il y a un propos réellement appuyé. C'est une immense actrice, hein, c'est Martine Chevalier. Je voulais vraiment une super belle actrice pour jouer ce rôle qu'elle trouvait un peu ingrat, sauf ce moment.
Je oui. pense qu'elle a accepté pour ce moment. Et puis, il y avait Bakary dans le rôle de Bartolo. Ouais, On a très peu répété avec Martine, elle l'a trouvé très vite. D'autant que le fait de mettre Bakary en face d'elle, hein, qui est un acteur africain, euh, pour elle, lui posait non pas un problème parce qu'il était africain du tout, mais elle n'arrivait pas à comprendre le sens du choix que j'avais fait avec Bakary, au-delà du fait qu'elle l'aimait énormément. Hein. Il n'y avait pas du tout de racisme de sa part ou de regard comme ça, mais elle elle a vraiment pris la chose. euh, Enfin, elle s'est servie de cette chose un peu ambiguë qui était que Bartolo était africain, alors que Figaro est tout blond et tout blanc, quoi, puisque ce serait son fils. ouais. Et, euh, et, et comment et Martine s'est amusée avec cette situation-là. Donc encore une fois, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que en déplaçant comme ça petit à petit, en rendant les choses non pas en les décalant un tout petit peu, tout d'un coup, ça donne de l'espace aux acteurs et ça leur permet d'être plus inventifs ou ça leur permet d'être à comment à l'endroit à l'endroit de comment dire du jeu, oui, d'être au plus juste des enjeux, voilà. Si vous repreniez le mariage de Figaro aujourd'hui, qu'est-ce que vous en feriez? Est-ce que vous changeriez quelque chose? Presque 20 ans après, comment vous avez envie de revisiter la chose éventuellement? Je peux pas vous dire, en fait, ça a été une histoire qui était tellement forte, hein. C'était tellement fort que je suis plus allé, je n'ai à la fois je ne suis plus retourné y travailler et on m'a plus jamais invité. D'accord. Donc, je peux pas vous dire, en fait, j'ai tellement aimé travailler avec eux. Je pense que jamais je n'aurais monté le mariage de Figaro si Muriel ne me l'avait pas demandé. Et je D'accord. pense que c'était véritablement le bon endroit pour le monter. Je pense que vraiment, et je ne saurais pas quoi faire. Peut-être que je ferais avec rien, encore moins de choses. Mais en tout cas, je sais que le mariage de Figaro m'a donné envie après de monter justement Figaro Marivaux. divorce. Oui, Non, Marivaux en fait. Marivaux d'abord. Ok. C'est Marivaux. Beaumarchais m'a donné envie de travailler sur Marivaux. Et c'était Muriel qui m'avait dit, tu faudrait que tu reviennes et que tu montes à Marivaux. Et je lui ai dit, mais non, je peux pas parce que il faut que je travaille au TGP parce que à Saint-Denis, c'était un peu complexe. Et à un moment donné, à la suite de cette histoire-là, j'ai eu envie de monter Marivaux. Et je me suis senti, enfin, c'est très étrange parce que j'avais jamais monté de texte de répertoire. Et que ce soit chez Beaumarchais ou que ce soit chez Marivaux, j'avais vraiment l'impression d'être chez moi. Pour finir, deux questions. La première, là, c'est plus à destination des enseignantes et enseignants qui nous écoutent. Euh, Est-ce qu'il y a une scène pour vous que vous recommanderiez pour travailler avec les élèves, avec des élèves en lycée ou en collège? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît particulièrement intéressant à proposer en jeu? Je, je pense qu'elle le sait déjà. Elle les connaît, les grandes scènes. J'aurais envie de dire, c'est toujours bien de commencer par le début, Ouais. parce que les enjeux sont pas encore là. Après, il y a cette scène magnifique. Euh, Par exemple, on monte souvent la scène Figaro, la rencontre avec Figaro et avec la comtesse et Chérubin. Je trouve que c'est des scènes qui, pour le coup, sont très très compliquées. Je pense que la scène du comte et de la comtesse, il y a une scène qui est magnifique, c'est quand il vient, il fait amende honorable avec la comtesse. Les scènes et c'est la scène du bois qui est pour moi qui est sublime, quoi. Ouais. Voilà. Alors après, il y a toutes les scènes avec Figaro, mais je, je-
Moi, je suis particulièrement sensible aux scènes avec la comtesse et le comte. Pour finir, donc, on avait dit en entrant que la pièce est souvent associée à la Révolution française. Et quelle pièce aujourd'hui, selon vous, anticipe l'avenir de notre société? Je ne sais pas. En fait, je suis en train de relire Brecht, justement, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas très longtemps, ça m'a d'ailleurs un peu refroidi, que Grand-peur et misère du Troisième Reich avait retrouvé son actualité. Alors que j'ai toujours trouvé cette pièce un peu vieillotte. Et à la suite du spectacle de Julie Ouais. Duclos, et qui vient d'un travail qu'elle avait fait avec les élèves à l'école du Nord, avec la belle troupe. Je m'étais dit, tiens, c'est fou à quel point cette pièce retrouve du sens. Et je trouvais même ça assez inquiétant. Et je trouve que relire, ouais, je suis en train de relire Birecht et je vais justement monter Arthur oui parce que je trouve qu'il y a, alors peut-être à revoir des choses, mais, euh, mais voilà, il y a peut-être des choses à regarder là-dedans. Et puis après, il y a vraiment ces autrices au féminin que j'ai découvert, que ce soit Alice Birch et Sarah Srisberg, parce que quand on dit qu'est-ce que ça veut dire que demain, et il me semble que la force des textes d'aujourd'hui, c'est les textes de femmes qui mettent en scène des nouvelles héroïnes, puisque en mettant en scène des nouvelles héroïnes, enfin des héroïnes, en fait, on arrive à mettre en scène des sujets que l'on n'a jamais vus sur scène, comme euh, que ce soit dissection sur le corps sacré de la reine, est-il aussi fort, aussi sacré que le corps du roi? Ou Anatomie d'un suicide, qui est la question de l'enfantement et de la grossesse, quoi. Je vous remercie mille fois, Christophe, pour cet Vraiment. échange, et puis pour tous les éclairages que vous avez Je sais pas, donnés sur ce travail. je sais Merci pas, mille ouais. fois. Merci.